Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Salut tout le monde, c'est Ariane la pharmacienne. Donc aujourd'hui, on va vous parler du COVID et de l'usage des IECA et des ARA. Donc j'ai la chance d'être accompagnée de Julien Levent, pharmacien à l'Institut de cardiologie, pour discuter de ce sujet-là qui est un peu chaud en ce moment. Vous avez probablement vu sur Twitter là, beaucoup de publications un peu alarmistes sur le sujet, avec des propos un peu discordants aussi, à savoir si on devrait les utiliser ou pas. Donc, on va être honnête, là, la pathophysiologie entre le coronavirus et l'utilisation des IACA et des ARA n'est pas facile à comprendre. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voulait un peu plus décortiquer le sujet. On a eu, c'est sûr que nous, à l'Institut, on utilise beaucoup ces médicaments-là. Donc, on a eu la question aussi, là, à savoir si on devrait changer les traitements de nos patients pour éviter, dans le fond, l'aggravation de la maladie. Donc maintenant, on va vous parler un peu de l'information qu'on a à ce sujet-là à ce jour, le 26 mars 2020, mais il faut comprendre là, que tout bouge beaucoup là, par rapport au COVID présentement. Donc, c'est vraiment les données qu'on a depuis le 26 mars 2020. Donc, si je ne me trompe pas, Julien, là, la propagation de la nouvelle comme quoi les IECA pourraient être nuisibles semble avoir augmenté après la publication de l'auteur Zhang dans la revue du Nature Reviews Cardiology le 5 mars dernier. Je ne sais pas si tu peux nous faire un petit résumé là, de l'article en question. En effet, l'article a paru dans un journal bien reconnu en cardiologie et les auteurs voulaient surtout mettre l'emphase sur le rôle de l'enzyme de conversion 2 de l'angiotensine, donc le C2A. Ils voulaient mettre l'emphase sur le rôle de cette enzyme dans le mécanisme d'action d'entrée du COVID à l'intérieur des cellules du poumon. Puisque les IECA et les ARA ont été associés auparavant avec une augmentation de l'expression de l'EC2A, certains ont véhiculé la crainte que les IECA et les ARA pourraient donc augmenter ou aggraver les symptômes du COVID. Il n'en a fallu pas plus pour que les gens commencent à s'inquiéter sur les réseaux sociaux. En fait, les auteurs ont conclu leur article en disant que vu l'implication de cette enzyme avec le virus, il fallait évaluer les effets potentiels des IECA et des ARA chez les patients infectés et ils précisaient bien qu'on nécessitait plus de données sur le sujet pour guider notre utilisation de ces médicaments chez les patients avec COVID. Donc, pour démêler tout ça, est-ce que tu pourrais nous parler du rôle habituel de l'enzyme de conversion 2 de l'angiotensine pour comprendre comment elle est vraiment impliquée là, dans la pathophysiologie du virus? Premièrement, il faut se rappeler grossièrement le fonctionnement du système rénine-angiotensine-aldostérone. Ce sera plus facile de suivre avec le graphique qu'on va vous attacher à cet enregistrement. Donc, quand il y a une diminution de la pression artérielle, l'angiotensinogène est activé par la rénine en angiotensine 1. Ensuite, l'angiotensine 1 est ensuite transformée en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ou l'ECA. Et là, il est important ici de préciser que ce n'est pas cette enzyme qui est utilisée par le COVID pour entrer dans les cellules, mais plutôt l'enzyme de conversion 2 de l'angiotensine. Donc, deux enzymes différentes. L'angiotensine 2 vient finalement faire son effet sur le récepteur 1 de l'angiotensine, ce qui entraîne une vasoconstriction pour ainsi augmenter la pression artérielle. Maintenant qu'on a revu grossièrement le système rénine-angiotensine-aldostérone, dans ce système, le C2A fait un peu le contraire de l'ECA. Donc, au lieu d'augmenter la concentration de l'angiotensine 2, le C2A inactive l'angiotensine 2 pour la transformer en vasodilatateur en activant le récepteur MAS. C'est cette fonction de l'EC2A qui est la plus importante à retenir. Je vais vous en parler plus tard. L'EC2A, dans le fond, est impliquée avec le COVID puisqu'elle a été identifiée comme étant un récepteur fonctionnel du virus COVID pour entrer dans les cellules. Certains chercheurs avaient identifié ce mécanisme d'entrée avec le SRAS en 2002-2003 et le COVID de cette année, qui a une structure très similaire au SRAS de 2002, semble avoir une affinité encore plus grande pour le C2A. Donc finalement, puisque le C2A est largement exprimé au niveau du cœur et des poumons, le COVID
envahit principalement ces cellules épithéliales des poumons, ce qui en résulte en des symptômes respiratoires. Mais finalement, est-ce que nos IECA et nos ARA augmentent vraiment l'expression de cette fameuse enzyme, le C2A? Quelques études, principalement celles effectuées chez des rats, auraient montré une augmentation de l'expression de l'EC2A lors de la prise chronique de cette classe de médicaments. Les données, par contre, chez le modèle humain sont plus controversées. Il serait donc intuitif de penser que leur prise chronique serait associée à des symptômes plus sévères de COVID. Cependant, non seulement il n'y a pas d'évidence scientifique qui vient appuyer ces hypothèses, mais il y a même des études chez des animaux qui suggèrent que ces médicaments pourraient être protecteurs contre les complications pulmonaires du COVID. Oui, ok, ça sonne un peu bizarre, là. L'effet protecteur des IECA et ARA est plutôt contre-intuitif compte tenu de tout ce qu'on vient de discuter. Mais c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs publications qui semblent suggérer que les ARA pourraient aider à diminuer les symptômes du COVID ou à diminuer leur incidence. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que les IECA ou les ARA pourraient fonctionner pour traiter la maladie? Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas l'entrée du COVID dans la cellule qui est problématique pour les effets pulmonaires, mais plutôt l'augmentation de l'angiotensine 2 qui est engendrée suite à cette entrée. Donc, il a été démontré que lorsque le coronavirus voit un EC2A sur une cellule pulmonaire, il s'y attache et les deux entrent dans la cellule. En présence du COVID, vu que l'EC2A devient souvent activé, cela engendre une diminution de l'expression de l'EC2A sur les membranes cellulaires des poumons, donc une sorte de downregulation. Et puisqu'il y a moins d'EC2A et que son rôle est de diminuer l'angiotensine 2, on se retrouve avec une accumulation d'angiotensine 2. Celle-ci finit par agir sur le récepteur 1 de l'angiotensine de manière accrue. Et c'est cette activation accrue du récepteur 1 de l'angiotensine qui augmente la perméabilité vasculaire pulmonaire et qui contribuerait à augmenter l'édème pulmonaire pouvant mener vers une détresse respiratoire. Le C2A aurait donc un effet protecteur en diminuant l'angiotensine 2. Pour les médicaments IECA et ARA, donc lorsqu'on utilise un ARA, l'effet potentiellement protecteur pour le patient qui est atteint d'un SRAS, qui est atteint de COVID avec un syndrome de SRAS, s'explique par deux mécanismes d'action. Donc, premièrement, le blocage de l'angiotensine 2 sur les récepteurs 1 de l'angiotensine empêchera la suractivation de ce récepteur et donc empêchera d'augmenter les édèmes pulmonaires. Et le deuxième mécanisme d'action, c'est que l'augmentation de l'EC2A qui est liée à cette classe de médicaments aidera à augmenter l'élimination de l'angiotensine 2 par sa transformation en vasodilatateur. Par contre, cette hypothèse d'effet protecteur associée aux ARA reste encore à être validée avec des études cliniques chez les humains. Pour les IECA, ils augmentent aussi le C2A et ils empêchent la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, diminuant donc leur effet sur les récepteurs AT1 et réduisant ainsi le risque de détresse respiratoire. OK. Fait effectivement, c'est quand même très compliqué, mais je pense que c'est très pertinent quand même de comprendre la pathophysiologie du virus et du rôle, en fait, que les IECA et ARA ont à jouer dans l'axe aldostérone, rénine, angiotensine. Donc, vraiment, pour faciliter la compréhension de tout ce qu'on vient de discuter, je vous invite à lire, en fait, les notes qu'on va joindre au podcast, puis à regarder le graphique. Comme ça, vous allez c'est beaucoup plus facile là, d'assimiler l'information. Donc, maintenant, ce serait intéressant de discuter un peu qu'est-ce que les sociétés en cardiologie, comment ils se sont statués sur la question. Parce que là, de ce que je comprends, les IECA et ARA ne seraient pas nécessairement nuisibles dans la pathophysiologie de la maladie et pourraient peut-être même être bénéfiques, et je dis bien peut-être. Donc, est-ce qu'on a des sociétés d'experts là, qui se sont positionnées là, jusqu'à maintenant dans le contexte de la crise actuelle? Oui, donc peu longtemps après la mini-panique sur les réseaux sociaux, la Société canadienne de cardiologie a émis un message le 16 mars spécifiquement sur le sujet. Il déconseille fortement d'interrompre les IECA et les ARA dans le cadre de la pandémie du COVID, en insistant sur le fait qu'aucune donnée probante clinique n'appuie l'interruption de ces traitements.
Il juge que les risques associés à l'arrêt de ce type de thérapie sont probablement supérieurs aux risques d'empirer les symptômes respiratoires du COVID, surtout en considérant que ces molécules pourraient avoir un effet protecteur. La Société européenne de cardiologie et Hypertension Canada ont émis des messages similaires le 13 mars sur leurs sites Internet respectifs. Parfait. Donc, en résumé, il n'y a pas lieu d'interrompre ou de changer les traitements en cours d'un patient en se disant que ça pourrait être un risque pour leur santé présentement. On pensait que c'était un sujet qui est quand même intéressant à discuter, même si on sait que nos auditeurs travaillent principalement aux soins intensifs, parce que vous allez probablement avoir à rassurer des familles en disant pourquoi, par exemple, mon père, sa maladie est plus grave, est-ce que c'est dû aux médicaments pour l'hypertension qu'il prenait? J'ai vu des publications à ce sujet-là. Donc, je pense qu'avec les informations qu'on vous a données, pourrez à la fois rassurer, c'est ça, les familles, vos proches, et en même temps prévenir peut-être des décompensations de maladies cardiaques, parce qu'on s'entend que si on va commencer à jouer dans les traitements de certains patients présentement, on augmente les chances que ces patients-là aient besoin de revenir à l'urgence parce qu'ils ont développé des effets secondaires suite à un nouveau antihypertenseur ou parce qu'ils ont une décompensation de leur insuffisance cardiaque. Donc vraiment, le mot à retenir, c'est que pour l'instant, on ne joue pas trop dans les pilules de nos patients. Si on pensait vouloir les changer là, pour éviter une aggravation des symptômes là, ou réduire l'incidence de COVID. Donc, merci beaucoup, Julien, là, pour avoir partagé ton expertise. C'est un sujet qui était très complexe là, à décortiquer, mais je pense qu'en tant que clinicien, là, c'est important de comprendre tout ça pour aussi encourager la circulation d'informations plus exactes, parce que malheureusement, à travers tout ça, il y a beaucoup de mésinformations qui circulent aussi. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des commentaires. Nous, comme je vous dis, je vous réfère là, aux notes reliées au balado parce que c'est plus facile à comprendre là, quand on lit ce type d'informations-là que lorsqu'on l'écoute. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.